Notre invité est honorable Séna Alipu. Il est le 3e vice-président de l'Assemblée nationale du Togo. Il est également co-président de la CENAP. Justement, avec lui, nous allons parler de la concertation nationale entre acteurs politiques au Togo et de son parti politique, l'Union des forces pour le changement. Honorable, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour chers internautes. Vous allez bien? Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Je parlais justement de la concertation nationale entre acteurs politiques, comment elle s'est passée, puisque vous êtes le co-président. Merci beaucoup pour la question. Les travaux se sont déroulés dans une ambiance bon enfant, une ambiance fraternelle qui a permis de renforcer la confiance entre acteurs politiques. Nous avons au total eu 28 séances, notamment 17 séances du comité d'appui, c'est-à-dire du comité de négociation, et 11 sessions plénières qui ont permis d'entériner 51 points d'accord. Alors, les discussions honorables, comment elles se sont passées? Elles se sont passées dans de très bonnes conditions. Au tout début, nous étions là pour discuter des conditions d'amélioration des prochaines élections régionales. Et à ce moment-là, je crois que Mme Adjamagbo était en détention ou bien était arrêtée. Et nous avons évoqué un certain nombre de problèmes pour pouvoir élargir le cercle du dialogue et tout le reste. Et finalement, nous avons eu 15 points que nous avons soulevés, dont nous voulions discuter, incluant donc les conditions d'amélioration des régionales. Et le gouvernement, représenté par le rapporteur, a pris bonne note de tout cela et transmis tout cela au Conseil des ministres, qui a accepté qu'au lieu d'un point, on en parle de 15. Et tout cela étant entériné, le gouvernement a pris un arrêté interministériel pour nous mettre en place. Bon, sur les 21 partis invités, naturellement, il y en a certains qui ont décidé de ne pas venir. Mais à 16, nous avons pu faire quand même un travail appréciable. Et les conclusions que nous avons arrêtées sont le fruit donc du travail de 80% des gens qui étaient là. Donc c'est assez représentatif, si je peux dire, et ça donne une certaine légitimité à nos conclusions également. On a vu que votre parti a participé à ce dialogue jusqu'à la fin. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas eu de désaccord? Non, pas du tout. Nous avons décidé que sur les 15 points à discuter, lorsque nous sommes en train d'échanger, si nous sommes d'accord nous avons un consensus sur une question, on le met dans ce qu'on appelle le casier numéro 1. Si nous n'avons pas de consensus, mais les discussions montrent qu'avec un peu plus de discussion, nous pourrions avoir un consensus, on le met dans le casier numéro 2. Et si nous n'avons pas du tout de consensus sur la question, on le met dans le casier numéro 3. Et un des principes importants que nous avions aussi acté, c'est que nous aurions un cadre permanent de dialogue pour pouvoir donc revoir ce qui se trouve dans le casier 2 et 3, ou principalement 3. Donc, il n'y avait donc aucune raison d'être inquiet quant à si je n'obtiens pas quelque chose maintenant, si je ne l'obtiendrai plus. Je vous donne un exemple, la question de la CENI technique a été posée et nous sommes tous tombés d'accord que c'était une bonne chose. Mais à court terme, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons opérationnaliser ou bien mettre en place. Donc, nous avons remodelé un tout petit peu la CENI et renvoyer cette question-là pour discussions ultérieures qui auront lieu donc dans le cadre permanent de dialogue. Donc, tous les sujets étaient sur la table et nous avons discuté de tout dans une bonne ambiance, comme je le disais. Bon, naturellement, il y en a qui ne sont pas venus, mais comme je viens de vous l'expliquer, chiffre à l'appui, vous savez, plus de 80% des partis qui comptent, qui ont entériné ce travail-là. Donc, c'est à la fois, ça donne une certaine légitimité au travail qui a été fait. Et pour nous, en venant au dialogue, nous n'espérions pas obtenir tout ce que nous demandions, puisque nous avions tout un catalogue que j'ai ici, de propositions que nous avons amenées en le reparcourant à la fin. Quelques-unes. Bon, les discussions qui ont eu lieu à l'intérieur du dialogue sont supposées rester à l'intérieur du dialogue, mais ces propositions, maintenant que les dialogues sont finis, sont nôtres. Je peux vous en parler. Tout ce qu'on a demandé, par exemple, tenue de congrès électif, que ce soit obligatoire pour tous les partis politiques, ça fait partie de nos revendications. Ça a été adopté. Que les partis politiques bénéficient d'une aide financière de l'État plus substantielle et que le critère de 3% et tout ça soit revu. Ça a été acté. Propose la revue de l'hausse financière de l'État aux partis politiques. Ça a été acté, ça va être augmenté, l'aide financière, ça va même être étendu aux partis extra-parlementaires.
Je ne sais pas, moi. L'Union des forces de changement propose que ce dialogue politique soit permanent, donc qu'il y ait un cadre permanent. Ça a été acté, je vous parlais de cadre. Donc, quand vous venez à une discussion de ce genre, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Il y a des choses que vous obtiendrez et il y a des choses que vous n'obtiendrez pas. Et il y a des choses qui doivent continuer à être discutées dans l'espoir que vous allez être convaincant et que vous allez pouvoir avoir un consensus autour de ces questions à long terme. Je sais que vous n'êtes pas ici pour parler des autres partis politiques, mais il y a certains, notamment le CAR, et puis l'UFC, je dis l'ANC plutôt, qui ont pris la porte à un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé, honorable? Je souhaiterais, comme cette émission est relativement courte, qu'on n'y consacre pas beaucoup de temps, parce que tout est une question de proportion, hein, une fois de plus. En termes de proportion, lorsque je prends l'ANC et la DMK, si je prends ce qu'ils représentent politiquement à l'issue des élections locales, les deux combinés, ANC et DMK, représentent moins de 7% des électeurs. Donc, ils ont recueilli moins de 7% des suffrages. Si nous prenons la présidentielle, où l'un a eu 19%, l'autre a eu 4%, on peut dire qu'ils représentent 23% environ en termes de proportion, donc à peu près un quart des suffrages exprimés. Et si nous prenons les législatives, et les législatives sont une des élections les plus importantes au Togo, puisque c'est elle qui permet de définir quelle est l'opposition dans le pays et tout le reste, l'ANC et la DMK représentent moins de 1% des résultats, étant donné que l'ANC n'a pas participé, donc c'est 0%. Et les partis qui sont regroupés au sein de la DMK, notamment le MPDD avec 2 députés, ça fait 2% au Parlement. Et puis en termes de suffrage, c'est à peine 1%. Donc ce que je veux dire, c'est que ceux qui sont restés à table, quand vous additionnez leurs suffrages, vous êtes au-delà de 80%, sauf pour la présidentielle. Donc, il y a la légalité d'un côté que nous avons pour faire ce que nous sommes en train de faire, mais il y a également la légitimité. C'est malheureux que pour des raisons qui leur sont propres et qu'il ne m'appartient pas de juger, certains aient claqué la porte. Et d'autres n'ont pas claqué la porte, mais annoncent avoir claqué la porte, donc ce qui est encore plus malheureux. Alors, donc vous trouvez une satisfaction générale quand on voit les propositions qui sont faites aujourd'hui? Il est trop tôt pour se satisfaire des résultats. Comme je le disais et comme je l'ai toujours dit, depuis la fin des travaux, c'est dans l'exécution, dans l'implémentation de cet accord que nous allons trouver la satisfaction. Parce que là, nous avons pris des engagements, nous avons eu un consensus sur ces questions. Maintenant que nous avons fini le 13 juillet, c'est transféré sur la table du gouvernement. Si c'est adopté là, on va voir maintenant quelle incidence ça a sur les textes qu'il y a dans le pays. Et ça va être transformé en avant-projet de loi qui va être sur la table du gouvernement. Une fois que aussi l'on a adopté, ça va venir à l'Assemblée. Et ça va être un projet de loi, on va encore le revoir. Et c'est là qu'on va voir si le travail que nous avons fait en amont au dialogue va se traduire dans les faits en aval au Parlement et dans l'exécution. Donc pour le moment, je peux dire que pour le moment, le bébé, lui, il est né. Il est en bonne santé. Maintenant, il s'agit de s'en occuper et d'en faire un enfant, puis un adulte en bonne santé. Alors, donc, nous avons le triomphe modeste et nous sommes prudents dans la satisfaction que nous pouvons exprimer sur les résultats du dialogue. Alors, honorable, comment vont l'UFC et son président? Nous portons très bien. Et vous avez bien fait de mentionner et son président, parce que c'est autour de lui que tourne l'essentiel de notre activité politique. Nous sommes un parti soudé derrière notre seul et unique chef, qui est Gilchrist Olympio. Nous menons nos activités tranquillement. Nous sommes en train de travailler en ce moment à redynamiser nos bases, à visiter nos fédérations et à nous acquitter du devoir de reddition de comptes qui incombe à tout parlementaire. Donc vous noterez que ces derniers temps, nous sommes en tournée dans les différentes régions. Nous avons fait la région maritime, puis la région des plateaux, à l'exception de 2 préfectures, Moyen-Mono et Haro. Et nous venons de boucler une tournée dans la région des savanes, où nous avons été dans tous les coins, Mandouri, Gando, Bogou, dans le Tandjouaré, Barkwasi. Et là, c'est à la rencontre de nos fédérations, donc des cadres du parti, pour voir comment ça va, leur dire quel travail nous faisons au Parlement et écouter leurs doléances pour voir maintenant à la rentrée si, au vu des problèmes qu'ils soulèvent, notamment la vie chère, les questions de péage, de TVM et de tous ces problèmes, il y a quelque chose qu'on peut faire au niveau du Parlement pour aider à alléger le poids sous lequel nous nous trouvons en raison de la Covid, justement, entre autres.
et améliorer le panier de la ménagère. Parce que vous savez, avec le prix du maïs et tout ce qui augmente, nous sommes au service des populations. Il faut les écouter et il faut apporter des solutions concrètes à leurs problèmes. Et concrètement, qu'est-ce que vous pensez faire? Concrètement, nous sommes donc à la phase d'écoute et nous avons écouté les différents problèmes. Nous sommes en train de les segmenter pour les regrouper par catégorie et nous allons venir à la phase de proposition. Mais comme vous le noterez, depuis 2 ans, nous ne faisons pas de grandes déclarations dans les médias. Ce que nous pensons qu'il faut faire pour soulager les populations, nous le dirons directement aux partis au pouvoir et nous allons voir avec eux quelle réaction et quelle écoute ils ont pour qu'on trouve des solutions qui aident tout le monde. Parce que vous savez, la vie chère, ce n'est pas seulement pour l'opposition, c'est aussi pour les militants du parti au pouvoir qui forment une bonne partie de la population. Donc nous voulons trouver des solutions aux problèmes qu'il y a sans nécessairement chercher un coupable. Donc, sans aller dans les détails, c'est ce que je dirais. Maintenant, d'un point de vue purement, pas théorique, mais si nous étions en capacité, c'est-à-dire que si nous avions remporté les élections législatives de 2018, face à une crise comme celle que nous vivons, qui est une crise sanitaire doublée d'une crise économique, qu'aurions-nous fait? Bon, moi, dans une perspective libérale, nous aurions identifié les populations. Première chose, comme je le dis, identifier les populations, procéder à un recensement, procéder à l'identification biométrique. Et ensuite, nous aurions fiscalisé la population, notamment le secteur informel, pour élargir l'assiette fiscale et permettre à ceux qui gagnent plus de contribuer plus à l'effort qui se fait. Et je parlais de ce matin de baisser les impôts. Il y a eu beaucoup de confusion ce matin à Victoire FM entre impôts et taxes. Donc, nous allons permettre aux gens de payer plus d'impôts, d'une part, élargir l'assiette fiscale, mais réduire la taxation, notamment la TVA, qui nous estimons être trop élevée, réduire également ou éliminer les péages, TVM et tout cela, pour procéder à un mécanisme de taxation indirecte, de façon à ce que les gens ressentent moins la crise qu'il y a, et voir si on peut même augmenter le SMIC à 50 000. Pour que tout cela vise à stimuler la demande. Je veux dire, à la base, moi, je suis libéral. Donc, nous, ce qui nous préoccupe, c'est d'avoir une inflation basse et un endettement faible. Mais lorsque nous sommes en crise, comme c'est le cas en ce moment, nous sommes obligés d'utiliser des politiques keynésiennes, mener une politique expansionniste pour relancer l'économie en stimulant la demande. Et donc, il faut donner les moyens aux populations de consommer, accès au crédit, augmentation de revenus. Ça va créer un déficit public un peu plus important. Mais nous pensons que quand la machine reprend par le biais de l'imposition efficace, donc c'est-à-dire en élargissant l'assiette fiscale après avoir identifié toutes les populations, tout le reste, on va pouvoir récupérer cet argent-là qui va permettre de financer les filets sociaux, une partie des investissements. Mais bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler d'économie. On va laisser la casquette de financier pour revenir à nos moutons. Alors, honorable, vous avez signé un accord de partage de pouvoir. C'était le 26 mai 2010, avec le pouvoir RPT devenu unir. 11 ans plus tard, honorable. Est-ce que vous pensez que ces accords ont été respectés, et de vos côtés et également du côté du pouvoir? Je pense en toute honnêteté, pour ne pas perdre de temps à nos internautes, que maintenant on peut dire, sans vexer personne, que cet accord désormais appartient à l'histoire. C'est-à-dire que cet accord a été exécuté comme il pouvait être exécuté. Nous avons passé 9 ans au gouvernement, qui a été une expérience très enrichissante pour notre parti. Et nous sommes maintenant dans la peau du chef de file de l'opposition. Et nous sommes dans l'opposition. Et nous jouons ce rôle où, comme tout parti politique, un jour, dans 10 ans, 15 ans, nous aspirons à avoir notre parti aussi, à avoir l'assentiment des populations au cours d'une élection pour gouverner. Mais pour le moment, nous sommes un parti minoritaire. Mais si l'accord, lui, il a été exécuté, et maintenant je peux dire en toute humilité et honnêteté, et cela n'engage pas nécessairement M. Olympio qui peut faire peut-être une autre lecture, mais nous, au niveau de la base, je peux dire que l'accord a été exécuté et que nous n'avons plus un accord, une obligation contractuelle. Par contre, nous avons de très, très bonnes relations avec le parti au pouvoir, qui sont des relations cordiales. Nous y comptons beaucoup d'amis. Ce qui fait que sur les questions d'intérêt national, ou même quand il y a des problèmes pour discuter, ça se passe plutôt bien. Nous avons de très bonnes relations, il n'y a pas de problème avec eux. Nous avons des débats intéressants lorsqu'il y a des désaccords sur la façon dont il faut conduire l'action politique, l'action publique. Mais on se retrouve autour de l'essentiel, qui est de faire
avancer le Togo et améliorer la qualité de vie des Togolais. Alors, honorable, à l'époque, votre parti était, si on peut le dire, le parti le plus implanté au Togo. Vous avez plus de voix, on peut vous entendre partout. Est-ce que cet accord, même si vous dites que cela appartient à l'histoire, c'était pour le bien de toute la classe politique togolaise ou pour le bien de l'UFC? Pour être tout à fait honnête avec vous, avec le recul qu'on peut prendre maintenant, je peux dire que cet accord a été un succès éclatant, dans le sens où au moment où nous avons signé cet accord, il y a 11 ans, nous avons perdu la moitié à 2/3 de nos militants. Donc c'est comme quelqu'un qui a maigri, mais c'est pour retrouver une meilleure santé. 11 ans plus tard, l'école du dialogue à laquelle Gilchrist Olympio et son Excellence le président Faure et Sozimna Nyasingbe étaient et ont décidé de conduire le Togo, à cette école-là, ils ont été rejoints par la quasi-totalité de la classe politique. Vous voyez les partis politiques qui participent aux élections, il y en a 21. Et sur 21, 16 ont accouché d'un document, de ce document-là, qui est le résultat du dialogue que j'ai quelque part ici. Donc c'est pour vous dire que le principe du dialogue est accepté. Il n'y a plus personne qui vous parle d'aller dans la rue, de faire des insurrections. Vous avez une partie de l'opposition radicale, les gens qui nous ont quittés, avec beaucoup de tapage et qui sont partis avec une bonne partie de nos électeurs, qui aujourd'hui sont revenus à de meilleurs sentiments, assument des responsabilités, notamment dans les municipalités, apprennent comment fonctionne l'État et du coup sont plus mesurés dans leurs propos. Donc pour nous, c'est un brin de satisfaction. Certes, nous avons perdu des militants. On peut dire, si on veut faire une analogie avec le corps humain, que nous avons maigri, mais nous sommes en meilleure santé et nous pensons que si tout le monde fait maintenant comme nous, il n'y a donc plus aucune raison que ceux qui nous ont quittés hier ne reviennent pas à la maison. Parce que vous savez que l'UFC, c'est la maison de l'Ablodé. La plupart des partis politiques qui ont un semblant d'importance sur l'échiquier politique viennent en partie de l'UFC. Que ce soit l'ANC ou ci ou ça. Et même quand vous prenez le MPDD du Premier ministre Agbeome Kodjo, ils sont familialement liés à notre président. Donc il y a des interconnexions un peu partout. Sur l'échiquier politique, nous avons des amis et des relations partout. Donc avant de vous laisser terminer, avant de vous laisser me poser la prochaine question, ce que je veux dire, c'est que je lance un appel à tous les enfants de l'Ablodé. L'UFC, c'est la maison de l'Ablodé. Maintenant, tous les partis politiques sur l'échiquier politique comprennent que le dialogue, c'est l'arme des forts. Et donc, c'est par le dialogue que nous allons régler leurs problèmes. Donc, nous sommes les plus expérimentés en la matière. Tous ces cadres-là qui nous ont quittés, je les invite à rentrer à la maison. Il y a de la place pour tout le monde. Nous allons faire le travail qu'il y a à faire ensemble. Nous avons besoin de leurs compétences pour faire avancer le Togo. Et dernier point, tous ceux-là qui ont été sacrifiés, parce que je les appelle les sacrifiés. Vous savez, moi, à 40 ans, je suis devenu président du groupe parlementaire et à 41, 42 ans, vice-président de l'Assemblée nationale. Si ces militants qui nous ont quittés étaient restés à l'UFC, ils auraient l'occasion de faire une carrière et d'acquérir une expérience probante qui peut leur permettre d'évoluer personnellement et faire évoluer leur parti. Mais ils sont allés dans des partis qui ne veulent pas aller aux élections et qui les condamnent au chômage pendant encore 5 ans, 6 ans. Donc, c'est des gens sacrifiés parce que les gens qui ont pris les décisions de ne pas aller aux élections, eux, ils ont en général bouclé déjà 2 mandats. Ils ont de belles maisons, ils ont de belles voitures, vous les voyez bien circuler. Et les mauvaises décisions qu'ils prennent ne les affectent pas personnellement. Donc, tous ces jeunes-là qui sont sacrifiés et qui ont perdu du temps sur la mauvaise voie, moi, je les invite à rejoindre l'UFC pour que nous soyons un parti fort, pour qu'ils puissent avoir une expérience personnelle et politique probante qui va permettre d'apporter la touche de l'Ablodé à la construction du Togo qui se fait en ce moment. Vous répondez quoi, honorable, à ceux qui traitent l'UFC aujourd'hui de béquille du pouvoir? Vous savez, une béquille, ça sert à marcher. Lorsque vous ne pouvez plus marcher par vous-même, vous avez besoin d'une béquille. La béquille vous aide. Il y a pire que d'être une béquille. Il y a des gens qui ne servent à rien politiquement, c'est-à-dire qui ne font que aboyer, soulever des problèmes que nous connaissons tous. Ils n'ont aucune solution pour ces problèmes. Ils sont parfaitement inutiles. Donc, si c'est des gens comme ça qui me traitent de béquille, je leur dis qu'une béquille, c'est utile, mais qu'eux, ils sont parfaitement inutiles. Alors, quel est, selon vous, le poids aujourd'hui de votre parti politique? C'est en termes de proportion.
Le terme vous fait rire, la proportion. Non, mais il faut une approche scientifique aux questions dont nous débattons. Je ne vais pas inventer notre poids. Je vais être honnête avec vous. À l'issue des élections législatives de 2018, nous représentions environ 6% des suffrages exprimés. Aux élections locales, auxquelles volontairement nous n'avons pas présenté beaucoup de candidats, sur 117 communes, nous n'en avons présenté que dans 39 communes. Et nous avons eu des élus dans toutes les communes où nous avons présenté des candidats. Nous avons recueilli autour de 4%, 3-4% des suffrages exprimés. Nous n'avons pas été à la présidentielle parce que nous savions que nous ne ferions pas 5 ou 10% de toutes les façons et qu'il valait mieux garder nos énergies pour autre chose, notamment les régionales qui viennent. Donc nous oscillons entre 4 et je dirais 6%. Ça, c'est les résultats tangibles, c'est des résultats factuels. Maintenant, il y a une bonne partie de notre électorat qui est parti dans des partis qui maintenant font notre politique. Donc nous avons nos gens ailleurs, d'une part, ça c'est de un, et de deux, il y a eu beaucoup d'abstention au fil de ces années. Et nous pensons qu'au nombre des gens qui pratiquent l'abstention, plusieurs militants sont de nos militants qui sont déçus. Alors à tout ce beau monde-là, une fois de plus, je le répète, c'est le temps de revenir à la maison. Vous savez, notre président national est d'un certain âge. Vous avez quitté notre papa pour des raisons valides ou non valides, mais il est d'un certain âge. Je vous demande de rentrer à la maison pour qu'on travaille et que dans la pure tradition de la Blodée, on essaye de faire de l'UFC un parti important, un parti qui compte pour que peut-être aux prochaines législatives, au lieu d'être 6-7, on soit peut-être 10, 15, peut-être, et pourquoi pas 20, pour que graduellement on reprenne une place un peu plus intéressante sur l'échiquier politique et qu'on puisse jouer un rôle qui puisse permettre au Togo d'avancer. Si même nous ne sommes pas premiers, que nous ne soyons pas parmi les derniers, qu'on soit parmi les 3, 4 premiers, parmi les 5 premiers. Et donc pour ça, nous avons besoin des compétences de tous. Vos relations avec les autres partis de l'opposition, c'est vrai que vous avez parlé des relations entre le président Gilkid Olympio et le Premier ministre Agbeome Kodjo, mais d'une manière générale, les relations avec les autres partis politiques. Les relations sont très bonnes. Elles sont très très bonnes, surtout au Parlement, que ce soit avec mon grand frère et aîné, le président Djerita Amadunet, qui est un député que j'admire particulièrement, qui est très brillant, compétent, qui vit avec son temps et qui nous aide aussi beaucoup parce qu'il a des compétences que nous n'avons pas, ou Innocent Kagbara, ou même le doyen Abbas Kabwa. Les relations sont excellentes. Elles sont aussi excellentes qu'avec UNIR. Et les partis de l'opposition extra-parlementaire, nos relations sont excellentes également. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens de la CPP, pour même les gens de l'ANC, pour certains d'entre eux, ceux qui sont plus raisonnables et comprennent maintenant qu'il y a des gens de très bonne qualité là-bas. Je vous rappelle qu'ils étaient avec nous, ça veut dire qu'à la base, ils avaient des qualités, c'était des gens bien. Donc nous avons de très bonnes relations avec tout le monde. Et ce dialogue m'a permis également, puisque c'était mon premier dialogue, de rencontrer d'autres opposants que je voyais de loin et que je regardais du coin de l'œil, parce que pour moi, bon, c'est des gens qui sont de la génération conférence nationale, ce n'est pas nécessairement des gens qui ont une vision progressiste du Togo. Mais j'ai découvert des gens compétents, des gens brillants, des gens qui veulent aussi que le Togo avance. Et je pense ici à des gens comme Antoine Folly, Maître Dodji Apevon, des gens très très compétents comme le professeur Walou. Donc tout cela pour vous dire que nous avons des bonnes relations avec tout le monde. Et c'est en travaillant ensemble que nous allons renforcer la confiance et que nous allons nous découvrir et voir qu'en fait, nous sommes comme les touches d'un piano. Il y en a qui sont blanches, il y en a qui sont noires, et il faut jouer un peu des deux pour avoir une belle mélodie qui va faire plaisir aux Togolais et améliorer leur qualité de vie. Vous êtes député de la circonscription électorale de Ogou-Anié. Oui. Ben, je peux vite imaginer, vous êtes très jeune, vous apportez tant à la jeunesse d'Ogou-Anié. Il faut dire que je ne suis pas aussi présent dans ma circonscription que je l'aurais souhaité. En toute honnêteté, j'ai des lieutenants qui sont relativement efficaces, qui font une bonne partie du travail à ma place. Et je pense ici au coordinateur de la région de l'Anié, M. Koumanianou Amavi, ou bien au président fédéral de l'Ogou, M. Yekola Kablé. Mais je fais aussi ma part. J'étais là la semaine passée, quand c'est des funérailles, quand c'est des activités, je vais. Et ce que je peux apporter comme modeste moyen, je l'apporte pour aussi faire progresser cette communauté qui, sans trop me connaître, m'a fait confiance. Vous savez, on est implanté à Takpamé depuis une centaine d'années, mais je n'y ai jamais vécu. Et
c'est une expérience, c'est une nouvelle expérience et qu'on souhaite poursuivre pour aider les gens aussi là-bas, leur retourner une partie de cet amour qu'ils nous ont témoigné en votant pour nous. Membre du Parlement panafricain et du Parlement de la CEDEAO, vous avez énormément de tâches. Je ne m'ennuie pas. Vous savez, cela, il faut le dire en toute humilité. Moi, je remercie le président Gilchrist Olympio de m'avoir permis de faire la politique à ce niveau. Également le chef de l'État, son Excellence le président Faure et Swazimna Nyasingbe et sa majorité parlementaire, la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Tchegan, qui nous font confiance. Parce que même si vous êtes de l'opposition, vous n'arrivez pas à ces positions-là sans une majorité. Vous n'arrivez pas à ces positions-là sans un minimum de confiance qu'on vous fait. Donc nous essayons de travailler pour l'intérêt général et de ne pas décevoir la confiance que tous ces gens-là ont placée en nous. J'ai failli oublier mon grand frère Jerry et tous les autres députés de l'opposition parlementaire qui ont également voté pour moi pour ces positions-là. Donc c'est avec beaucoup d'humilité que nous servons le pays et que nous voulons faire avancer le Togo. Nous voulons aussi que le Togo brille à l'international et que quand on parle du Togo, ce soit en de bons termes, en termes de référence également. Et donc, bon, c'est les différentes casquettes qu'on porte grâce à vous tous. Hein. Donc, je vous suis reconnaissant. Vice-président du groupe d'amitié France-Afrique, c'est quoi concrètement? France-Togo, groupe d'amitié parlementaire France-Togo. Vous savez, les différents parlements ont différents groupes d'amitié pour renforcer la coopération parlementaire. Et la présidente de ce groupe d'amitié est son Excellence Madame la ministre Balouki Legezim. Et donc ce groupe vise à renforcer la coopération parlementaire entre la France et le Togo. Tout ce qu'on peut faire pour renforcer la coopération avec la France, qui est notre partenaire de toujours, notre ami de longue date, partenaire traditionnel et historique, nous le faisons parce que nous ne pensons pas qu'on se développe seul. Il faut interagir avec les autres, il faut continuer à renforcer les relations avec ceux qui nous ont toujours aidés et accompagnés dans les moments difficiles. Et donc, bon, cette énième tâche, on essaye en toute humilité de défendre au mieux les intérêts des Togolais dans ces instances-là. Honorable, nous sommes presque au terme de cet entretien. Vous avez indubitablement un dernier mot. Oui, c'est un message de rassemblement, comme je le disais. Nous devons continuer à bâtir un Togo qui nous ressemble et qui nous rassemble. Cette première expérience de dialogue inter-togolais entre nous, qui a donné 51 points d'accord, doit se poursuivre. Je ne terminerai pas sans remercier, et j'ai failli l'oublier, et c'est sans doute un des plus importants qu'il fallait remercier, son Excellence le ministre d'État, le ministre Payadoa Boupessi, qui nous a accompagnés dans ce processus de dialogue en qualité de rapporteur, en qualité de doyen, très expérimenté, insubmersible en politique. Je tiens à le remercier. Et je souhaite que l'expérience de dialogue que nous sommes en train de mener se poursuive dans le cadre permanent de dialogue. Et comme je l'ai déjà dit avant, à tous ceux qui nous ont quittés et qui sont naufragés dans d'autres parties, et au lieu de continuer à souffrir ailleurs, si vous allez à la chasse et que vous n'arrivez pas à tuer le gibier et qu'il fait nuit et que vous êtes dans la forêt, il vaut mieux rentrer à la maison. Donc la maison de la Blodé, la maison de l'UFC est ouverte. Nous vous attendons. Chacun y a sa place. Je vous remercie. Honorable Sénat Alipu, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. On va donc marquer une petite pause pour le journal et on revient après pour Regard Croisé.